Le show se poursuit, mesdames et messieurs, pour une troisième partie. On est toujours dans l'œil d'Alger. On va aller maintenant du côté du Maroc, si vous le voulez bien. Depuis le 21 décembre, les regards des amoureux de football sont tournés vers le Maroc, donc où se tient la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025, une compétition très attendue par le continent et les fervents supporters des nations africaines. On s'attendait à du beau jeu, alors il y en a eu, mais du moins lorsqu'il n'a pas été gâché par le travail d'influence et les scandales d'arbitrage. Pour en parler ce soir justement de cette Coupe d'Afrique des Nations, tout d'abord, et puis de tous les scandales qu'il y a eu à côté, nous avons d'abord le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Karim Matmour, ancien international algérien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a également Jamal Rachdi, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ravi. Et nous fait également le plaisir d'être avec nous autour de la table Nasreddine Bardadi, commissaire au match. Bonsoir. Merci à vous également d'être des nôtres ce soir. Alors avant tout, peut-être un mot, Karim Matmour, sur le parcours honorable de notre équipe nationale, donc, qui, on le rappelle, a été éliminée hier soir. Oui, alors on a fait un parcours honorable après deux Cannes, deux éditions sur lesquelles on n'a pas réussi à passer le premier tour. Là, on a réussi à passer le premier tour. On a eu pas mal d'émotions, notamment sur l'avant-dernier match. Et puis, oui, malheureusement, hier, on a été éliminé. Logique, une élimination logique face à un adversaire meilleur que nous, il faut le reconnaître. Il faut rester humble. Mais par contre, il y a quand même pas mal d'aspects positifs. En tout cas, moi, je regarde toujours le verre à moitié plein, avec pas mal de points positifs de notre équipe nationale qu'on a vu. Je ne sais pas si vous voulez en débattre, ça suffit comme intro ou non, si on vous peut voulez y aller, que je allez-y, développe. allez-y. Il faut y aller, on est là pour ça. Ouais, non, en tout cas, ouais, voilà, pour moi, les points positifs, il y a une transition un peu de génération. On a vu, il y avait une génération qui datait depuis 2019 qui était là. On n'arrivait pas à trouver cette transition avec une jeune génération. Et puis là, elle s'est faite un petit peu naturellement. En tout cas, il y a un début de transition qui est en train de se mettre en place avec des jeunes joueurs talentueux qu'on a découverts pendant cette CAN, qui ont pris un peu de confiance en eux. Et on espère en tout cas, tous, on a de l'espoir. En tout cas, moi, j'ai de l'espoir à ce que ce soit les futurs joueurs importants de notre équipe nationale et qui ont pu être performants parce qu'il y a de la relève derrière. Donc c'est surtout ça, moi, ce que je vais retenir de ce parcours-là, quoi. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, à des joueurs comme Maza, par exemple, qui hier, on l'a vu, il était vraiment dépité après la défaite de l'Algérie. On le sait, il est jeune, il débute, etc., au sein de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous diriez-vous à un joueur comme lui? Je dirais que il est obligé de passer par là pour un jour être un grand champion. Il faut connaître ce genre d'expérience-là, dans la douleur, dans la souffrance, dans se sentir comme ça par moments dans la difficulté, parce que c'est ce qui permet de grandir. Et c'est ce genre de match-là aussi qui permet de grandir pour tous ces jeunes joueurs qu'on a dans notre équipe nationale, parce qu'on ne peut pas tout le temps que gagner dans un sport. Il faut apprendre justement de ces moments difficiles et se construire dedans grâce à ça, quoi. Donc un joueur comme Aza qui a tout l'avenir devant lui, il a tout lui est promis, quoi. Et donc, je pense que ça sera un des joueurs très importants pour notre équipe nationale à l'avenir. Moi, j'ai une petite histoire particulière avec lui parce qu'il était à Berlin et moi, il est à Leverkusen aujourd'hui. Moi, j'étais dans la cellule de recrutement de Leverkusen. Donc, je l'ai suivi depuis très jeune. On l'a suivi, on l'a recruté à Leverkusen. Donc, j'en suis d'autant plus fier de voir son évolution et de se dire, voilà, les paris qu'on a fait sur lui là-bas, ils portent ses fruits et sont en train de nous donner raison. Donc voilà. J'y vois en tout cas un très grand potentiel sur lui. Ouais. Et l'Algérie aujourd'hui se tourne vers la Coupe du Monde. Oui, voilà. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est la Coupe du Monde. Avant cette Coupe d'Afrique, on avait beaucoup de questions. Là, il y a un groupe qui s'est formé. Et on espère en tout cas qu'on pourra continuer à capitaliser sur ce qui a été fait de positif pour préparer au mieux cette Coupe du Monde. C'était. J'ai beaucoup apprécié le verre à moitié plein à la place du verre à moitié vide. Je suis tout à fait d'accord avec Karim, puisque comme il l'a si bien dit, depuis 2019, on n'avait pas gagné un match en compétition africaine. On était éliminé à chaque fois au premier tour. Donc on a fait 3 sur 3 en poule. On a été premier de la poule. Moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises dès le début, que le premier de notre poule passe avec le deuxième le Congo, alors que le deuxième de l'autre poule, alors que des autres joueurs avaient les meilleurs troisièmes, des autres équipes avaient les meilleurs troisièmes, et ainsi de suite. On en reparlera un peu plus en détail, que tous nos matchs soient ou à 16h ou à 17h, on en reparlera de ça aussi, de l'organisation par rapport à l'équipe d'Algérie, qui, je pense, a été
a été pénalisé sur pas mal de sujets et de points. Mais comme Karim, comme un grand international qui était Karim, moi je vois du positif parce qu'il y a un groupe qui s'est formé, un groupe qui s'est créé. Il y avait des joueurs qui sont là-bas depuis 2014, 2015, Mahrez et compagnie, qui vont passer le flambeau justement à cette magnifique nouvelle génération qui est Hadj Moussa, qui est Amoura, qui est Maza, qui est Boulbina, qui vont reprendre le flambeau justement de l'équipe nationale d'Algérie. Et je vais vous dire un truc, et ça c'est tout à fait personnel, et j'en prends l'entière responsabilité. La Coupe d'Afrique des Nations sans l'Algérie, ça n'a plus autant de saveur. La hype qu'il y avait pendant cette CAN, c'était l'Algérie. Les supporters, c'était les supporters algériens qu'on montrait partout. L'ambiance, c'était l'ambiance des Algériens. Quand ils faisaient des entraînements, les entraînements, on appelait le Brésil d'Afrique, c'était l'équipe d'Algérie. Quand il y avait des festivités dehors, c'était les Algériens. Et quand l'Algérie maintenant a été éliminée, le degré d'intensité médiatique va baisser parce que l'équipe d'Algérie n'est plus. Et il y a des gens, il y a des équipes qui étaient là-bas, pas pour gagner la CAN, qui étaient là-bas pour éliminer l'équipe d'Algérie. Donc voilà, on va voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et je pense que ça augure de bonnes choses pour le futur. Le futur est là, le futur est déjà dans cette équipe nationale, Inch'Allah, et qui vont relever des grands défis. Et on fait des grandes victoires en ayant subi des défaites. Et c'est ça, je pense qu'on devrait reprendre ce dicton. Et l'Algérie a un avenir prometteur et les jeunes Algériens, les jeunes de l'équipe nationale ont un avenir prometteur, Inch'Allah, pour l'équipe nationale. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, Karim Atmor, cette hype autour de l'Algérie, vous l'avez vécu justement, vous, de l'intérieur. Vous êtes un ancien international. En 2010, on se souvient tous de ce qui s'est passé. Hein. On vous a tous suivis. Mahdi Razdar ne cesse de nous le rappeler pour ceux qui auraient la plus belle, le malheur de l'oublier. Moi, je m'en souviens très bien, en tout cas. Avec El Haj Mohamed Darawarawa. Quand l'Algérie joue, c'est différent de quand les autres nations jouent. Alors moi, je parlais que pour l'Algérie. Oui, mais vous avez des amis qui sont dans d'autres sélections, donc vous avez certainement des échos de leur côté par rapport aux supporters. C'est vrai qu'il y en a. Alors, je peux raconter cette anecdote-là où j'ai un joueur, Subotic, qui joue à Dortmund. On avait joué contre la Serbie en match amical ici au 5 juillet. Et il joue à Dortmund. Donc, Dortmund qui est connu pour être l'un des plus grands. Le mur jaune de voilà, Dortmund, les supporters du mur jaune. Moi, je jouais ici avec l'équipe nationale face à la Serbie, face à lui. Et 5 jours après, je jouais contre Dortmund, à Dortmund. Et à la fin du match, il me dit « Cette ambiance ici, c'est rien comparé à Alger. » Donc tout ça pour dire, voilà le petit exemple, à quel point même les joueurs extérieurs, ils sont admiratifs du soutien populaire qu'on a et de cette ferveur qu'on a. Parce que c'est ce qu'on rêve en fait en tant que footballeur. On rêve d'être soutenu comme ça. Et ce soutien, il est incroyable en Algérie. Les supporters ont été exceptionnels. Hein. Les supporters pendant cette CAN ont été comme d'habitude, mais ils ont été franchement même dans leur mentalité, dans leur soutien, dans leur dans leur comportement, ça a été juste magnifique. Hein, franchement, chapeau à eux, chapeau aux supporters qui ont eu beaucoup de mésaventures pour certains, mais qui ont tenu bon et qui ont supporté leur équipe jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute du match. Et puis voilà, le Nigeria a gagné, on tourne la page et on va vers une nouvelle aventure qui est la Coupe du Monde, Inch'Allah. On sur la Coupe du Monde, exactement. Merci Karim Atmor pour ce petit débat qu'on a eu avec vous. Merci encore une fois. Avec plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, on poursuit donc cette émission et je me tourne à présent vers vous, Monsieur Djamal Rachdi. On va parler de cet arbitrage qu'il y a eu lors de cette CAN, qu'il y a toujours lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? Justement, moi je ne verserai pas dans le satisfecit. Hein. D'accord ? Donc c'est vrai que nous avons fait un parcours honorable, mais il y a eu quand même des facteurs endogènes et exogènes qui ont fait que notre participation s'est limitée au quart de finale, malheureusement. Je pense que un des facteurs, c'est heureusement peut-être, Monsieur Rachdi, parce que peut-être que ça se serait mal passé après. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est un mal pour un bien. Parce que si on était arrivé en demi-finale, peut-être la situation aurait empiré et même la sécurité de nos concitoyens, nos compatriotes auraient été mise à l'épreuve. Donc c'est pour ça que je me suis dit, nous avons fait une partie contre le Nigeria, nous avons été un petit peu dépassé par les événements sur le plan technique. Malheureusement, il y a un goût amer un petit peu parce que nous n'avons pas fait ce qu'on devait faire
on aurait pu faire mieux. C'est pour cette raison que je me dis, on a raté un petit peu le coche. Mais toujours est-il qu'il y a quand même, comme l'a dit Karim et Madi, il y a beaucoup de satisfaction dans cette équipe et l'avenir nous sera prometteur, Inch'Allah. Maintenant, pour revenir à cette CAN, nous avons été victimes de l'arbitrage. C'était une catastrophe. Nous n'avons pas été les seuls. Parce que la Tanzanie, le Mali ont subi les mêmes dictats de cette mafia qui a gangréné la CAF, ou c'est la CAF qui a gangréné l'arbitrage. L'un va sans l'autre. Moi, je pense que même le président de la FIFA, il est partie prenante dans ce stratagème. Parce que quand on encourage la corruption en Afrique, ça veut dire qu'on ne veut pas que cette Afrique, on ne veut pas qu'elle se relève la tête, on ne veut pas que ces arbitres émergent. Et c'est très facile pour un pays qui a érigé la corruption en fondement même. Je pense que... Cela, on ne pourra pas dire plus. Je vais aller dans votre sens, si vous permettez, pour citer des noms, et je vous citerai 3 ou 4 cas pour l'arbitrage. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Algérie qui a été victime, parce qu'on nous a privés d'un pénalty, tous les experts sont unanimes. D'abord, Fouzi Lakhdja, qui est président de la Fédération marocaine de football et qui est aussi ministre en charge du budget. Il est vice-président de la CAF, Confédération africaine du football, et il est chargé de la commission arbitrage. Il est vice-président de la FIFA. Vice-président de la FIFA, effectivement, et il est contesté d'ailleurs dans le comité d'arbitrage. Je citerai 3 ou 4 cas, si vous permettez. Alors, le premier cas, c'est Amin Hamma qui devait diriger le match Cameroun-Maroc, qui a été changé à la dernière minute dans la nuit, remplacé par Dahan Beida, qui est un arbitre mauritanien, sans informer la fédération camerounaise. Le deuxième cas, un problème de crampons. Non, ça c'est le troisième cas. Ils ont appris ça par les réseaux sociaux. Absolument. Et le deuxième cas, c'est René Daniel Douzaya. C'est un arbitre congolais. Curieusement, M. Douzaya a été assesseur de la VAR pour les 5 matchs du Maroc. Les 5 matchs d'affilée. Superviseur. Oui. Le Maroc contre les Comores, contre le Mali, la Zambie et le Cameroun. Et le troisième cas, c'était l'arbitre algérien, Rourbel, qui devait être dans le match contre le Cameroun, qui a été changé à la dernière minute. La fédération marocaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des divergences politiques entre l'Algérie et le Maroc. Qu'est-ce que cela a à voir? Il a été homologué. Et l'autre cas, qui est aussi tout aussi curieux, c'est Abon Gilton, qui est un arbitre sud-africain, qui a été nommé désigné pour diriger le match Sénégal-Mali et qui avait dirigé le match d'avant, qui était Mali et Tunisie. Ça n'arrive jamais dans aucun pays. Il y a beaucoup de cas comme ça. Le cas de l'arbitre somalien qui devait nous arbitrer. Oui, l'arbitre somalien. Alors l'arbitre somalien, comme l'a souligné notre ami Nouhed, c'est qu'il a été changé à la dernière minute. Il a été remplacé par un autre, c'est M. Omar Artal. On lui a dit, attention, vos crampons ne sont pas homologués. Et les crampons de M. Artal n'étaient pas homologués uniquement pour le match de l'Algérie. Et il avait officié de... Donc vous voyez comment le comportement de l'arbitrage, et ça a été dénoncé d'ailleurs par la presse internationale, pas uniquement la presse africaine. La presse camerounaise, sénégalaise, toute la presse parle de ces cas qui montrent que cette Coupe d'Afrique des Nations ne se déroule pas dans de bonnes conditions d'honnêteté. Non, ce qui est sûr, c'est que... Pardon. Je vous admettez, donc. Enfin, en finalité, vous savez que la CAF, c'est une succursale de la FIFA. C'est une succursale de la FIFA. Vous savez, il s'est passé pas de choses. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ces 3 dernières années, il faut dire ce qu'il y en est, il y a un lobby dirigé par Lakhdja, avec la complicité de Yaya et de Djiboutien Suleiman. Ils font ce qu'ils veulent. Revenons pour Motsepe. Motsepe, vous savez que c'est une... C'est le président de la CAF. Non, c'est le président de la CAF. Il est là, il n'est jamais là. Donc, tout le monde se rappelle quand il a été plébiscité. Ils ont suivi les consignes de la FIFA. D'ailleurs, il était le seul candidat. Actuellement, il rend service à ses maîtres. Et lors de la dernière réunion du Rwanda, où le président de Rwanda fait ce qu'il veut avec l'aval d'Infantino, vous savez qu'Infantino, maintenant, quand il se dirige en Afrique, il ne passe pas par 36 000 chemins, il va directement chez les chefs d'État.
Et revenons à notre chère et belle Algérie, vous savez que moi je suis très content. Je suis très content. Je suis très content pour la simple raison. Pourquoi? C'est une équipe, nous avons gagné en âge, nous avons gagné beaucoup en âge, c'est une équipe d'avenir. Après 2 éditions catastrophiques, nous sommes là. Et personne n'avait parié qu'on allait atteindre le quart de finale. On avait joué la grande équipe du Nigeria. Nigeria, c'est une équipe de tournoi. D'ailleurs, ils ont été finalistes de la dernière édition qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. On est là. Certes, on est passé à côté, mais vous savez que dans le football, tout est possible, Jamel. Honorable monsieur, dame, dans le football, vous savez que si le penalty il n'avait pas besoin d'aller voir la VAR. Hein. Oui. Il n'avait pas besoin d'aller voir la VAR. Il n'a même pas vu la VAR. Il a même pas il n'avait pas besoin d'aller voir la VAR. C'est un pénalty. C'est un pénalty. Oui, mais qui plus est, Monsieur, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, c'est un pénalty. Il n'avait pas besoin d'aller du tout de voir la VAR. Vous savez que le cours de la rencontre peut changer. Bien sûr. On avait des rencontres, domination territoriale, 87 minutes, 88 minutes. Vous savez qu'un pénalty qui vient comme ça, paf, on marque. Et là, vous savez que l'arbitre, il était là. Il avait commencé à brandir des cartons jaunes. Vous savez, dans une rencontre de football, un joueur, quand il écope 2 cartons jaunes, il quitte le terrain. Oui. Il les a tous. D'ailleurs, il avait joué sur le moral de nos genoux. Maintenant, vous savez, le Nigeria, il n'avait pas besoin de se référer. Ils étaient bien en place, ils étaient puissants. Encore une fois, bravo au Nigeria, félicitations. Bien sûr. Mais vous savez, croyez-moi que nous avons gagné une équipe d'avenir. Maintenant, c'est à nous. Et la sympathie, surtout la sympathie et l'amour des supporters. Oui, c'est à nous le mondial. Vous savez qu'on a un réservoir. On a un réservoir de tonnerre actuellement. Exceptionnel. Vous savez qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs actuellement, des joueurs blessés. J'espère d'ici là. Nous avons un Ben Taleb qui fait les beaux jours de Lille actuellement. Actuellement, ils sont dans le podium. Et là, il faut être tous derrière ces jeunes. Il faut les encourager. Oui, il faut les vous savez que c'est pas les nuitées nocturnes de la CAF qui nous découragent quand même. Qui le découragent. Et actuellement, vous savez qu'ils font tout. Même je sais pas si vous êtes au courant du marché qui a été passé par l'Qja avec le Tunisien Selman, la foire des équipements. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Ça veut tout dire. C'est quoi l'affaire? La foire des équipements, quand même. La foire des équipements, on invite toutes les équipes d'Afrique à jouer leur match officiel au Maroc. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire, mes amis. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une très forte influence au niveau de la CAF, parce que pour moi, personnellement, moi qui connais la CAF depuis des décennies, je pense que ce Motsepe, ce président, c'est une petite marionnette, je le dis honnêtement. C'est une marionnette entre les mains du Marzen, quoi, du lobby marocain. Et je pense que même Infantino, je l'ai dit, je le répète, il est complice parce que c'est son homme, c'est lui qui l'a placé. C'est beaucoup plus un homme d'affaires, pour ne pas dire un affairiste, qui est à la tête de cette institution, qui ne représente maintenant plus rien. Le meilleur exemple, c'est le taux de corruption qui a atteint des proportions extraordinaires. Et en plus, lorsque Infantino décide de faire disputer la Coupe d'Afrique tous les 4 ans, au lieu de tous les 2 ans, ce qui permettait aux pays africains de se doter de terrain, de se doter comme on dit, comme on dit, d'infrastructures, de routes, etc., etc. Donc tout ça, ça joue contre l'Afrique. Et malheureusement, il y a aussi des gens africains, malheureusement de le dire, qui sont dans ce sillage. Voilà, Patrice Motsepe, M. Rajdi, pour noter cette information, c'est un homme d'affaires. Il est propriétaire d'un grand assureur au Maroc qui s'appelle Salam Maroc. Oui.
et qu'il a racheté à travers sa filiale Ubuntu Investment pour près de 1 milliard de dollars. C'est-à-dire donc c'est un apérisme qui est très lié à l'Arja, et c'est l'Arja qui l'a désigné pour être si vous voulez, vice-président de la Confédération africaine de football en charge de l'arbitrage. Donc on voit qu'est-ce que ça donne en Coupe d'Afrique des Nations actuellement. Il y a la CAF aussi, il y a la mauvaise santé sur le volet économique. Ils souffrent. Actuellement, ils dépendent de la FIFA. Ils font de ce qu'ils veulent. Ouais. Ils font de ce qu'ils veulent. Il y a l'exemple d'Infantino. Et je ne sais pas si vous avez... je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a le secrétaire général, la bagarre qui s'est éclatée entre le Congolais, entre le Suisse-Congolais et l'Arja. Vous savez, dès qu'il a vu qu'il voulait se rapprocher sportivement de l'Algérie, avait tout fait pour l'éloigner et l'écarter. Et à ne pas écarter, dans les jours à venir, on va vers l'éviction quand même du secrétaire général de la CAF. Monsieur Bordadi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le Maroc bénéficie d'un arbitrage maison? Pardon? Est-ce que vous diriez que le Maroc aujourd'hui bénéficie d'un arbitrage maison? Moi, vous savez, ça tenait qu'à moi. Vous savez qu'on aurait dû même pas organiser. Dès le premier match, on serait parti et on aurait offert le trophée à nos frères marocains. Ah, ça... Écoutez, c'est... Après, vous n'êtes pas le seul à le dire. Hein. Sur plusieurs plateaux étrangers, il y a des journalistes qui l'ont dit également. Hein. Vous savez qu'ils font tout. Et maintenant, je dirais, donc, on va voir la demi-finale. Vous savez que la demi-finale, on va jouer du 1er janvier au 31 décembre. Le Nigeria, ils vont pas se qualifier. Du 1er janvier au 31 décembre, ils vont pas se qualifier. Non, c'est une... Vous savez que c'est une mascarade. C'est une mascarade. Et la grande mascarade, la dernière seconde contre le match de la Tanzanie. Oui. Contre le match de la Tanzanie, vous savez que c'est... ça, c'était... flagrant. Non, ça c'était le cirque. C'était le cirque de l'année. Oui. Tout comme l'action du Mali. Du Mali, du à la dernière minute. Oui. Même la télévision ne l'a pas repris. Oui. On n'a pas eu les images. On peut pas rééditer le même exploit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une machination, il y a un coup monté. En tous les cas, en ce qui concerne l'Algérie, cet arbitre il est venu en mission. Oui. D'ailleurs, il l'a bien prouvé en ne voulant pas serrer la main à notre joueur là à la fin. Voilà. Cette image. Moi, cette image me choque où il a refusé de serrer la main. Normalement, par rapport juste à ça, il a refusé de serrer la main à des joueurs algériens. Il a serré la main à des joueurs nigériens. Qui serre la main aux joueurs du Nigeria, c'est tout à fait normal, mais qui ne serre pas la main aux joueurs de l'équipe d'Algérie, c'est tout à fait scandaleux. Moi, je vous dis une chose. Imaginez un arbitre blanc qui refuserait de serrer la main à des joueurs de couleur. Ça aurait été un scandale international. Ça aurait été un scandale international. On change l'arbitre de couleur et on met un arbitre blanc qui refuse de serrer la main à un Africain, enfin une personne de couleur noire. Ça ne s'arrête pas, c'est en 24-24 sur toutes les chaînes d'information. Ouais. Mais là, vu qu'il ne veut pas serrer la main à un Algérien, tout le monde s'en fout et ils font comme si de rien n'était. Ça, moi, cette image est scandaleuse. Les cartons jaunes pour les 10 ou 15 premières minutes, où moi, je sais, où il fait... Écoutez, je suis quelqu'un qui essaye d'être rationnel. Que le Nigeria a fait un beau match et que le Nigeria ait gagné, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Ils ont été plus forts. Bravo au Nigeria. Félicitations à eux et bonne route pour les demi-finales. Mais que cet arbitre, de la première minute où ils ont commencé à jouer, d'accord, où les deux équipes ont commencé à jouer, à siffler tout et n'importe quoi contre l'équipe d'Algérie. Ou à la première faute des joueurs d'Algérie, ils mettaient des cartons jaunes immédiatement. Alors que normalement, un arbitre, et je parle sous ta responsabilité, doit être pédagogue. C'est-à-dire la première faute, tu lui dis, la prochaine fois, si je t'attrape, c'est carton. Non. Là, dès la première faute, il mettait des cartons jaunes. Il a fait sortir du match l'équipe d'Algérie. Il a fait sortir du match les joueurs de l'équipe d'Algérie. C'est pour ça que Amoura était complètement perdu, parce qu'il a pris un carton. Il a dit Jamal qu'il avait une mission. Il était en mission. Il avait une mission. Et vous savez que la grande mission et la grande déception, mais il ne faut c'est dans les jours à venir. Hein. Vous savez qu'il avait rendu service à son maître,
Et là, on va avoir une bagarre dans les jours à venir. On va voir le Sénégal et l'Égypte. Moi, il y a quelque chose le Sénégal et l'Égypte, ils vont tout mettre pour écarter l'Égypte. Moi, j'ai eu une information qui a confirmé, bon, elle est pratiquement sûre, mais elle est à confirmer, c'est que l'arbitre qui a dirigé le match Algérie-Côte d'Ivoire a été sorti du territoire marocain. Algérie-Congo, pardon. A été dégagé du territoire après la victoire de l'Algérie en prolongation. C'est une information à confirmer, je la mets au conditionnel, j'attends justement des retours par rapport à ça. Vous savez que mais ce serait bizarre. La veille de Algérie-Congo, Monsieur le ministre, Walid Saadi, il s'est entretenu avec Abou Rida pendant de longues heures. Il n'est pas passé par 36 000 chemins. Il lui a dit, écoutez, vous savez qu'il y a un arbitre égyptien, ce qu'on veut, c'est qu'il soit juste et fair play. Si on mérite de gagner, on gagne. Si on ne mérite pas de gagner, on rentre à Alger. Alors le référé, il a été à la hauteur de la rencontre. D'après les informations, et je dis bien d'après, c'est du conditionnel. Il faut vérifier ces informations. Il a été exclu de la suite du tournoi et ils l'ont dit de partir. Maintenant, c'est une information à vérifier, bien évidemment. Enfin, il y a des informations, pour aller dans votre sens, Mahdi qui a accusé l'Arja, parce que Posé l'Arja, il est au centre de ce système. Il a été accusé déjà au sein de la CAF d'avoir exercé de l'influence pour être impliqué dans des malversations financières liées au fonds de la FIFA, qui est donc alloué à la CAF. Et il serait lié, ça je dis en conditionnel, par un certain Saïd Nasseri qui était président du Wydad de Casablanca. Ce même Nasseri est lié à un grand trafiquant de drogue marocain qui s'appelle Sahara Escobar, le Malien. Et bien sûr, la justice marocaine a fait en sorte de ne rien voir. Et pas uniquement ça, parce qu'il y a d'autres malversations liées notamment au fait que l'Arja soit patron du comité arbitrage. Et d'ailleurs, certains membres, à cause de ce qui se passe actuellement au Maroc, parce que si vous lisez la presse africaine, elle est unanime. Hein, il faut lire la presse camerounaise, ivoirienne, égyptienne, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe au sein de la CAF. Ça ouvre un débat sur ces membres qui veulent maintenant démissionner parce que Youssef Fawzi l'Arja est apparu c'est très réel. La CAF, pendant cette CAN, la CAF, l'autorité... a perdu beaucoup de crédibilité. Voilà, l'autorité, la crédibilité de la Confédération africaine de football a pris une baffe pendant cette CAN. C'est indéniable. C'est indéniable. Et je ne dis pas ça parce que je suis mauvais perdant. Encore une fois, j'accepte que le Nigeria nous ait battus sur le terrain vert. J'accepte qu'on a été éliminé. C'est pas le problème. Ça y est. Bonne chance à l'équipe du Nigeria. Et il n'y a pas de souci. Mais hormis l'Algérie, vous enlevez le contexte, le pays Algérie. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont plaints d'un arbitrage tout à fait scandaleux et d'un arbitrage tout à fait orienté. D'ailleurs, beaucoup de joueurs ont dit que les arbitres ruinent les matchs. Ruinent les matchs et ruinent cette CAN. Voilà, c'est dommage. Ce qui est bizarre, par contre, ce qui est bizarre, c'est que de voir l'attitude du président de la Fédération camerounaise, Eto'o, un ancien joueur très connu, etc. Ça a étonné beaucoup de monde. Qui a écrit, avec tout ce qu'ils ont enduré au cours du match contre le Maroc, avec un pénalty indiscutable, et qui s'est permis non seulement de faire un speech à ses joueurs en leur demandant de ne pas faire de déclaration, et ensuite il écrit une lettre où il remercie le pays hôte de toute l'organisation, etc. C'est vraiment angoissant. La plus capote, M. Al-Rachidi, elle est impliquée dans des scandales. Sous Eto'o. La fédération camerounaise, oui, mais celui qu'on présentait comme un lion, entre guillemets. Comme la grande gueule. Il y a la grande gueule. Ouais. C'est pas normal d'écrire des lettres comme ça. C'est vrai que l'attitude de Samuel Eto'o... Elle est curieuse. Non, ça laisse sous-entendre autre chose. Franchement, elle est très étrange. Franchement, connaissant Samuel Eto'o pendant sa carrière, qui a toujours été un mec vindicatif, qui a toujours été un joueur qui ne laissait rien passer, qui était toujours à vouloir obtenir ce qui lui revenait de droit par rapport à sa carrière de joueur. Ensuite, connaissant un peu Samuel Eto'o en tant que président de fédération du Cameroun, où il s'est toujours battu pour sa fédé et tout ça, que Samuel Eto'o devienne, qui part d'être un lion, devienne un chat, et à la fin, il a miaulé, quoi. Enfin, à la fin, il ne rugissait plus. Le lion, Samuel Eto'o ne rugissait plus, il miaulait. Donc
je vais dire, pour pas accuser à tort, parce que je n'ai de preuve de rien, c'est très étrange. On va dire ça, que c'est très étrange. Non, ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. C'est bizarre, voilà. Il y a un enjeu important, il y a les élections de 2027. Ouais. Il y a les élections de 2027. Et il y a la CAF vous savez, aussi. Ah oui, les membres exécutifs aussi. Mais il faut voir, il y a un lobby, de dingue. incroyable. Et vous avez travaillé Et maintenant, vous savez que c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il était à Berkane, Larja, quand il avait frappé le Somalien à l'arbitre. Oui, quand il avait frappé. Vous savez que maintenant, tout est permis. Et depuis que le Rwanda avait regagné le lobby des Satans, maintenant, tout est permis. Celui qui s'approche de l'Algérie, il veut tisser de l'amitié de l'Algérie, on fait tout pour l'éloigner. Incroyable. Je pense qu'il faut, dès le début, il ne fallait pas être naïf. Personne n'était naïf. Non, je veux dire, ce n'était plus dès le début du premier match, ce n'était pas un événement sportif, mais c'était vraiment un événement politique. Et je pense qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui dépasse le sport, c'est la sécurité. Et ce qui s'est passé hier, en fait, c'est une délivrance en réalité. Ça nous permet d'éviter quand même une gestion très, très compliquée de la sécurité des supporters. Et on a vu ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin du match avec les journalistes, avec certains supporters, les agressions, c'était scandaleux. les insultes, ce qui s'est passé à la fin du match, c'était scandaleux. C'était tout bonnement scandaleux. C'est-à-dire on aurait pu, je pense, se retrouver face à quelque chose de beaucoup plus risqué, de beaucoup plus dangereux que ce qui s'est passé durant la qualification de la Coupe du Monde en Égypte avec ce qui s'est passé Fleuker. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y a un truc qui est aussi important à noter, et c'est là où encore tu as la fierté, cette fierté algérienne qui est unique au monde, c'est que les seuls stades qui étaient pleins à tous les matchs. Ah oui. Mais c'est ça qui a gêné encore plus. C'est l'équipe nationale d'Algérie. Malgré tous les obstacles la difficulté d'avoir des billets, de se rendre là-bas, la difficulté des du logement là-bas où les prix ont quadruplé ou quintuplé pendant cette chose. La fierté qui est exceptionnelle, c'est que tous les matchs de l'équipe nationale se jouaient à guichet fermé. Et ça, franchement, chapeau bas aux supporters. Jamal Rajdi, bravo à nos supporters. 2 minutes, je vais vous redonner la parole. Jamal Rajdi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la profusion de fake news qu'il y a eu autour de cette équipe d'Algérie, qu'il y a eu autour donc, de nos Verts. Est-ce que vous pensez que ça les a affectés? Non. On a eu notre lot avec on en a eu beaucoup. D'abord, il y a quelques mois avec l'histoire du scotch dans la compétition des pays africains, la Coupe féminine. C'était la première. Maintenant, il y a eu l'histoire du cadre, il y a eu l'histoire des dates et du lait, il y a eu un tas de choses. Les cacahuètes. Du ballon. Les cacahuètes que le joueur vole dans son propre hôtel qui est payé par la Fédération algérienne de football. En fait. Donc, tout ça, non, ça n'a pas altéré. Ça n'a pas altéré les joueurs, honnêtement. La prière, oui, ils ne voulaient pas les prier. Ils ne voulaient pas les prier. Ils ont préféré prier. Des trucs de dingue. Ça n'a pas altéré. Je ne pense pas que ça a altéré les joueurs. Par contre, le dernier match, le comportement des arbitres et la pression qu'il y avait autour de cet arbitre, le changement d'arbitre, etc., ça a énervé un petit peu il y a aussi le facteur où l'Algérie a joué, il y a eu une journée de récupération avec le Nigeria et qu'on a fait les prolongations avec le Congo, où c'était un match très éprouvant parce que le Congo était le deuxième de l'autre groupe, donc c'était un groupe ils ont fini à 7 points, nous on a fini à 9 points, pratiquement voilà, donc c'était un potentiel premier le Congo également, donc en fait il y a eu plein de petites choses qui ont été faites, qui ont été savamment faites pour un peu déranger, contrecarrer les plans des Algériens. Encore une fois, félicitations, on est fair play, on est des Algériens, félicitations au Nigeria, et puis voilà, mais après tu as des tweets nauséabonds comme celui qu'on voit. Ici, on voit. C'est un imam, hein. Oui. Fezazi est un imam. C'est le mufti. Qui remercie le Nigeria. Ouais, mais ça, moi, franchement, c'est un mufti. C'est tellement bas que. Voilà, il était derrière les attentats de Casablanca. Ouais. C'était comment dire, le bourreau un petit peu. Des gens qui ont fait les attentats de Casablanca. Il a passé 8 ans en tôle. Après, il a été recadré. Il a été recadré. Voilà, je traduis pour les francophones. Merci à l'équipe nationale nigériane. Le Maroc aujourd'hui est plus beau et plus propre. Voilà un peu les mots d'un mufti qui est censé
parler religion universelle, religion qui unit justement les peuples et non pas qui les divise. Donc on voit bien qu'il y a un narratif hostile, structurel contre l'Algérie, y compris dans la religion. Alors qui lui est censé justement rassembler, oui. apaiser et non pas faire le contraire. Donc on voit bien que c'est... Vous savez, je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas étonné. Pour la bonne et simple raison que nous avons aujourd'hui une corrélation entre la diplomatie sportive du Maroc avec sa diplomatie du Makhzen, c'est-à-dire ville, sénile, corrompue, qui emploie tous les leviers, je dirais, de corruption pour arriver à ses fins, y compris par rapport à une coupe qui est censée être festive. On parle de performance, on parle de foot, on parle de joie, de gaieté, des peuples qui se rencontrent dans un pays, dans un stade. C'est tout le contraire aujourd'hui. On voit bien cette hostilité, y compris contre les supporters algériens, y compris contre nos journalistes algériens, qui n'ont pas été épargnés. Et d'ailleurs, je rassure, ils sont rentrés sains et saufs dans l'avion du ministre en Algérie. Donc, on voit bien qu'il y a un projet derrière cela. Ce n'est pas que la CAN. La CAN est le produit et le miroir, justement, de cette déliquescence du sport en Afrique, mais surtout aussi, ce qu'on rappelle, la nature a horreur du vide. Et le Makhzen l'a occupé. Le Makhzen a occupé ce vide, justement en ayant une seule cible. Je dis bien une seule cible. Et ce n'est pas chauvin de le dire aujourd'hui. C'est l'Algérie. Parce que l'Algérie, au-delà de l'aspect sportif, elle dérange. L'Algérie a une cohérence, elle a un aspect de virtuosité dans sa diplomatie, elle a une constance justement dans l'apport de la bienveillance auprès des peuples opprimés. Donc, la dignité. C'est un sport politisé pour le Makhzen. Et moi, je conclurai peut-être là-dessus, quand l'arbitre devient mercenaire et l'organisateur juge et parti, le sport est ailleurs, le match est ailleurs, malheureusement. Alors, messieurs, je vous propose de regarder cette vidéo où, on le disait tout à l'heure, il y a même des observateurs étrangers qui disent qu'il faut donner cette CAN au Maroc et que ça y est, il faut finir cette compétition. C'est bon, ça ne sert plus à rien de jouer. Regardez. Donc l'avant-match, rappelons-le, avait été marqué donc par un changement d'arbitre, une demande du Maroc acceptée par la Confédération africaine de football. Donc péno non sifflé en faveur du Cameroun, est-ce le fait du match? Oui, nous répond Grégory Schneider. Grégory, oh les yeux noirs, on vous laisse 1 minute pour convaincre, allez-y, videz votre sac. Je pense qu'il ne faudra pas 1 minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais il est en service commandé et ça peut pas se passer autrement. Donc on va arrêter de nous prendre pour des billes. On va arrêter de dire c'est la CAN, c'est ceci, c'est cela. C'est pas la CAN, c'est la Reine des Neiges en fait. C'est un Disney. Donc ils vont la gagner à la fin. On n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie de foot et surtout d'insulter le jeu et les mecs qui le font vivre. Parce que ça, c'est pas possible. Que ce soit des Camerounais, des Croates, des Marocains, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tombé sur le Cameroun. Voilà, donc messieurs, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Ça reflète vraiment, je pense, ce que pense tout le monde. Vous savez que c'est... il a dit tout ce que tout le monde pense. Pas. Exactement. Et maintenant, vous savez que c'est... vous savez qu'on a participé à une CAN. Pour moi, c'est une CAN politique et nous avons réussi notre CAN politique. On avait un comportement exemplaire. On a été très civilisés. Vous savez, irréprochable. On a beau à nous enlever 1,690 milliard de pénalty. Mais ne peuvent pas nous enlever notre nationalisme ou Tahia el-Jazair. Notre dignité bon. aussi. Exactement, c'est un petit peu le mot de la fin. Peut-être, on est passé par une épreuve assez difficile aussi, tout en relevant la tête, parce que nous la gardons bien haute. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer là ne pourra altérer la bonne marche de l'Algérie. Et peut-être comment vous voyez la suite de la compétition? Qui est-ce qui va gagner pour ça? Maintenant, honnêtement, moi je ne vois pas quel est le pays qui pourrait empêcher le pays organisateur d'être honnêtement. Parce qu'ils sont capables de tout. Parce qu'une défaite pourrait ébranler même, non pas le système seulement, mais toute la monarchie. Parce que c'est devenu un enjeu, M. Rachdi. Vous savez qu'il y a des manifestations au Maroc depuis septembre, qui dit on n'a pas besoin de stade, on a besoin d'éducation, de santé. Maintenant, c'est devenu un enjeu politique que le Maroc
gagne la coupe pour faire taire la rue qui est toujours en colère. C'est l'opinion du peuple. Vous savez que c'est, pour moi, donc, le vainqueur, il est connu. Vous savez que le vainqueur, il est connu depuis l'attribution de la CAN au Maroc. Vous savez qu'ils sont là. Ils ont réussi leur mission. Encore une fois, honte à vous, honte à la CAF. Moi, je dirais c'est la corruption africaine de football. C'est pas la CAF. Cette CAN confirme quoi? Confirme que finalement le Maroc est le royaume de la triche, le royaume de la fake, le royaume de la corruption, le royaume de la honte. Merci messieurs, merci Jamal Rachdi, merci Nasreddine Bardali, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce débat très riche donc autour de la CAN 2025, mesdames et messieurs. On revient tout de suite.